porter atteinte au maniement de fonds et au dépôt. C'est-à-dire de demander à ce que la Cour des comptes, puisse gérer et vérifier un maniement de fonds qui n'est pas un argent public. Donc il est censé aussi revenir à la première chambre pour une validation finale. Et parallèlement à cela, vous avez durci, vous, le mouvement de grève, puisque vous lui avez donné une dimension. Parce que toute notre vie en tant qu'avocat, nous avons passé notre temps à défendre l'indépendance de la justice, l'État. Les instances de régulation des avocats sont des instances de régulation qui sont issues de l'État. C'est le fond de l'instance judiciaire que de l'argent public. C'est pas sur l'argent privé, c'est pas sur le fait qu'effectivement j'ai gagné mon procès. Sur qui a pris l'aide juridictionnelle, de qui ne l'a pas pris. Il n'y a pas d'interdiction légale. Eh bien, tout simplement, nous allons nous remobiliser. Ce n'est pas le temps de la reddition des comptes, ce n'est pas le temps de qui est responsable, de qui n'est pas responsable. Nous allons mener le combat. Bienvenue dans notre émission de débat 7e sens, Omar Benjeloun. Bonjour, c'est Rachid. Merci d'avoir accepté. Je rappelle Omar Benjeloun, avocat au barreau de Rabat, de Marseille, docteur en droit international et membre du bureau exécutif de l'ABAM, l'association des avocats des barreaux du Maroc. On va parler de beaucoup de choses, puisqu'effectivement, la dernière décision prise par l'ABAM, qui regroupe l'ensemble des avocats du pays, même si certains font de la résistance en Irak du côté de Casablanca. C'est une grève illimitée qui a été décrétée. Initialement, c'était une grève qui était limitée dans le temps, et là, vous avez décidé qu'elle devait être illimitée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez pris cette décision, puis quelque part avec ces effets, de vouloir paralyser l'ensemble des tribunaux du pays? C'est pas de vouloir paralyser, c'est que le gouvernement a trahi, le gouvernement a fait un volte-face par rapport aux engagements internationaux du Maroc, à la situation législative, à l'ordre constitutionnel, par rapport au fait de tout simplement vouloir annuler, administrer, commander, mettre sous tutelle le droit de la défense, qui est quand même un contre-pouvoir et un pouvoir indépendant du pouvoir d'injonction qu'est le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et cela est inacceptable, d'abord par rapport à l'ordre constitutionnel, par rapport à l'évolution en matière de droits humains, à l'évolution en matière de justice, en matière de procès équitable. Donc on n'a pas le droit de venir annuler comme ça les garanties d'exercice du droit à la défense, juste par rapport à des considérations ou bien financières ou bien administratives. Il faut bien dire qu'effectivement, il y avait déjà une grève avec un bras de fer entre les avocats et le ministre de la Justice. Et il y a quelques mois, c'est le chef de gouvernement, de par ses prérogatives, qui avait été saisi, ou qui s'était saisi en tout cas. Donc il y a une médiation qui avait été mise en place, avec les engagements qui avaient été pris, dont la mise en place d'une commission mixte, justement, pour pouvoir effectivement avancer dans l'apaisement et de pouvoir, surtout dans la perspective de cette réforme du statut, en tout cas de la profession d'avocat. Et on avait l'impression que tout se passait relativement bien, sauf que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, début juin, tout a commencé à se compliquer. Donc est-ce qu'on pourra en savoir plus? Parce qu'on a plusieurs versions, plusieurs prises de parole. Oui, au niveau des médias, on n'a pas... Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, encore une fois, la présidence de l'association des barreaux des avocats du Maroc a été victime d'un abus de confiance par le ministère de la Justice. Ça paraît un peu enfantin ou puéril, mais c'est la vérité, dans le sens où il y a des engagements qui ont été pris. Malheureusement, on a péché par un excès de confiance. On n'a pas voulu éventuellement, opérer et être dans la crise ou être dans la rupture. Donc on a joué le jeu de la démocratie participative. On a éventuellement participé au fait de donner nos avis, de donner nos commentaires, de donner nos amendements, nos réformes sur le projet de loi. Mais malheureusement, une fois que ça a été fait, le ministre de la Justice a considéré que c'était un chèque en blanc et donc il a pris la mouture pour pouvoir la déposer au sein du Parlement et encore la modifier à sa guise. Et quand je dis à sa guise, c'est-à-dire par rapport à sa volonté justement de mettre sous tutelle une profession indépendante. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il y a eu le dégel, je rappelle, de cette dernière grève aussi, qui avait duré plusieurs semaines et qui avait aussi paralysé tous les tribunaux du pays, donc le dossier qui avait atterri à la primature, donc traité par le chef de gouvernement, mise en place d'une création et mise en place d'une commission mixte. Est-ce que cette commission mixte a été effective
Parce que je rappelle... Oui, il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions justement pour... entendre les doléances des avocats, entre autres. Des réunions pour pouvoir inscrire la démarche législative dans ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le texte constitutionnel adopté en 2011 impose au projet de loi, impose au gouvernement ou à la proposition de loi de revenir vers les hommes de l'art, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont concernés par le projet de loi, que ce soit la profession d'avocat, la profession de médecin, la profession d'architecte, les artisans, n'importe quel type de communauté, pour qu'ils puissent donner leur avis sur le projet de loi. Donc la démocratie participative n'a pas été mise en place. Donc nous avons contesté d'abord sur le contenu, vu que le contenu est encore une fois une volonté dans ses détails, une volonté de mettre sous tutelle la profession d'avocat, ce qui est attentatoire à l'ordre constitutionnel. Et parmi les solutions, c'est de remettre en place ou de mettre en place la démocratie participative pour que ce gouvernement puisse prendre l'avis des ordres et des instances ordinales des avocats. Donc la commission mixte a été mise en place dans ce sens. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que une fois que cette commission mixte a été mise en place, le grand plébiscite ou la grande majorité des avocats, notamment dans le cadre du Conseil national de l'Association des barreaux du Maroc, qui s'est tenu en urgence et de manière exceptionnelle à Marrakech un 2 janvier 2026, c'est dire que l'environnement en matière de confiance, en matière de participation, en matière de légifération, n'est pas au rendez-vous. Il y a une volonté notoire du ministre de la Justice de mettre sous tutelle le pouvoir de défense, de mettre sous tutelle la mission de défense, donc il n'y a pas de débat à avoir. On préfère surtout à 6 mois, à 1 an des élections, à ce qu'on attende une nouvelle législature pour qu'on puisse revenir dans un climat serein. Donc l'erreur où nous avons péché par un excès de confiance, c'est d'avoir éventuellement précipité nos revendications et nos doléances dans le cadre de cette commission mixte. Pour ma part et pour la part de beaucoup de consoeurs et de confrères, et notamment de bâtonniers à l'échelle nationale, on n'aurait pas dû aller dans le sens de proposer des amendements, mais plutôt d'imposer tout simplement le gel et le retrait de ce projet de loi jusqu'à ce qu'il y ait un environnement, jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel environnement de confiance qui permette un dialogue serein, un dialogue de bonne foi, qui répond aux engagements internationaux du Maroc et qui répond aux enjeux de défense de notre justice et des intérêts de notre pays. En fait, vous dites qu'il aurait fallu encore surseoir à ce projet de loi 66-23 rénovant, en tout cas apportant une refonte de la profession d'avocat, parce que certains pourraient considérer qu'en fait vous avez un vrai souci, vous les avocats, pas vous à titre personnel Omar Benjelloul, avec le ministre de la Justice. Et qu'en fait, le vrai sujet, il est plutôt là, parce que certains s'interrogent, en fait, pourquoi les avocats sont en grève à nouveau, et surtout pourquoi ils ont déclenché une grève illimitée, si ce n'est qu'en fait, ils ont un souci personnel avec Abdel Fouabi, et qui, je le rappelle aussi, vis-à-vis de celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient peut-être oublié, qui est un des vôtres. Donc c'est un avocat qui est en conflit avec me laisser parler de manière sereine pour que je puisse développer sans avoir la crainte d'être coupé. C'est que en fait on ne peut pas avec 17 barreaux, 20 000 avocats, 17 bâtonniers en exercice, une centaine d'anciens bâtonniers, avoir tous un problème avec un ministre ou avec un gouvernement. Parce que il faudra savoir que cette population est tout de même traversée par des partis politiques, traversée par des avis politiques, traversée par des alliances, traversée par des alignements à la fois politiques et intellectuels. Donc on ne peut pas être tous réunis et d'accord sur le fait de vouloir nous opposer à une personne. Non, la dialectique, comme vous la présentez, est renversée. Celui ou celle qui a un problème avec les avocats, c'est bel et bien le ministre et celles et ceux qui le manipulent. Dans le sens où nous avons un pouvoir judiciaire,
un pouvoir judiciaire qui envahit le ministère de la Justice et qui légifère et qui veut en découdre avec cette indépendance et cette immunité de l'avocat pour qu'il puisse éventuellement instaurer dans notre pays, ce qui est inacceptable, instaurer dans notre pays une justice caïdale, ce qui veut dire une justice du Moyen-Orient où il n'y a pas de procès équitable avec une défense et un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir d'injonction et le pouvoir de la défense qui, lui, représente la population. Quand je dis la population, c'est-à-dire les individus, les groupes d'individus, les médias, les associations, les entreprises, les partis politiques, les syndicats, les foyers, les ménages, etc. Donc tout cela veut être mis sous tutelle pour que ça puisse arriver sur un procès de justice, d'accord, sans pouvoir se défendre et que l'ordre, l'injonction, le jugement, sans aucune garantie, sans aucune défense, puisse être distribué sur les 5 800 000 dossiers qui sont aujourd'hui en cours de traitement dans les tribunaux du Maroc. Donc celles et ceux qui ont un problème avec notre pays, avec la Constitution, avec le procès équitable, avec une certaine idée vertueuse de la justice, avec nos acquis liés aux droits humains, c'est le gouvernement par rapport à la défense et par rapport aux avocats et non le contraire. Malheureusement, comme disait Voltaire, permettez-moi, mais comme disait Voltaire, ne rendez service à personne, ils ne vous le pardonneront jamais. Pourquoi? Parce que toute notre vie en tant qu'avocat, nous avons passé notre temps à défendre l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, on nous le rend très bien en voulant légiférer en alliance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir gouvernemental, en voulant légiférer contre le droit à la défense. Vous savez, le droit à la défense est un droit constitutionnel. Et vous avez tous les discours royaux, aussi bien à l'ouverture du congrès de l'Union des avocats arabes comme le congrès de l'Union internationale des avocats, où Sa Majesté le Roi a porté la robe d'avocat pour honorer cette profession et pour éventuellement lui attribuer sa protection morale et honorifique, eh bien aujourd'hui nous avons un courant au sein de ce gouvernement qui malheureusement maltraite ce pouvoir de la défense par des arguments qui ne sont absolument pas... je rappelle que dans les sorties, dans les prises de parole en tout cas de Abdel Fouabi, ministre de la Justice, c'est pas cette volonté-là qui est exprimée d'une part, et d'autre part, vous faites pas bloc. Il n'y a pas une unité non plus de tous les avocats des 19 000 avocats du pays, puisqu'il y a des avocats au barreau de Casablanca qui ne vous ont pas du tout suivi dès le départ d'ailleurs, dans le débrayage total et la paralysie totale des tribunaux. C'est peut-être dire aussi, considérant eux, parce qu'en préparant votre venue et puis notre débat, c'est de dire, mais de toute façon, on peut pas être non plus, on peut pas appeler en termes de responsabilité à un débrayage total et paralysie de tous les tribunaux, ça d'une part. Il faut avoir aussi un esprit de responsabilité selon eux. Et deuxièmement, cette profession d'avocat, elle se doit d'être rénovée aussi. Et que du coup, ils privilégient beaucoup plus le dialogue et la discussion et l'échange avec le ministre de tutelle plutôt que l'affrontement et le bras de fer. C'est pas ce qu'a dit le communiqué du Conseil de l'ordre du barreau de Casablanca. Le barreau de Casablanca, le Conseil de l'ordre et mon ami le bâtonnier ici ont absolument le droit et la légitimité de ne plus suivre le mouvement et l'appel à la cessation et à la suspension d'activité, même si moi je le suis et j'appelle à le suivre, parce que effectivement nous avons eu des rendez-vous ratés dans notre processus. Nous avons péché par un abus de confiance. Nous avons eu un mouvement exceptionnel. Vous m'avez invité dans votre émission à l'époque où vous aviez des milliers d'avocats qui se sont rassemblés et vous aviez eu un front médiatique qui s'est mobilisé. Vous aviez une solidarité internationale avec les plus traditionnels des barreaux internationaux qui se sont solidarisés avec la profession, avec le barreau marocain. Je cite le Conseil national des barreaux français, je cite le barreau de Paris, je cite le barreau de Liège, je cite le barreau de l'ordre des avocats de Tunisie, l'Union des avocats arabes, l'Union internationale des avocats qui se sont mobilisés. Vous avez même des interpellations du haut commissaire, du haut rapporteur, de l'indépendance de la justice et des avocats des Nations Unies qui a opéré une interrogation officielle aux représentants interministériels des droits humains pour s'enquérir de la situation au Maroc, mais malheureusement, nous n'en avons pas
pu marquer le but. C'est quoi marquer le but? C'est soit d'avoir un contenu qui effectivement est lié à la réforme, parce que le contenu du gouvernement n'est pas un contenu des réformes, c'est un contenu réactionnaire qui veut tout simplement annuler la profession d'avocat dans notre pays. On revient... Annuler, c'est une annulation. Quand vous n'avez pas... Je n'ai jamais entendu un membre du gouvernement ou le ministre de la Justice... C'est une annulation de fait. C'est-à-dire, on vide... Permettez-moi, oui. on vide de par l'exégèse et l'interprétation du contenu législatif, on vide la profession de défense de deux de ces grands éléments, que sont l'indépendance et l'immunité, qui sont garantis par le droit international, par le pacte international des droits civiques et politiques, notamment les principes de la Havane, d'accord? Et bien sûr la Constitution qui garantit le droit à la défense, qui garantit le procès équitable. Donc il y a une tentative d'annulation du pouvoir de défense en matière effective, pas sur le texte. On ne va pas décréter l'annulation comme avait fait Bonaparte à l'époque ou Kadhafi. Une mesure qui effectivement tend, selon vous, en termes de motivation pour le ministre de tutelle et le ministre de la Justice, à vouloir annuler et mettre en danger ces droits fondamentaux. Quelles sont les mesures qui sont prises? Vous avez tout simplement... Vous avez plusieurs amendements, si vous me laissez expliquer un petit peu. Bon, d'abord, l'ouverture de la profession au quidam, c'est-à-dire aujourd'hui le monopole de l'avocat dans le cadre du conseil et de la représentation contentieuse n'est plus protégé, ce qui est un scandale, ce qui est l'ouverture des tribunaux à la corruption, l'ouverture des tribunaux aux intermédiaires de corruption, l'ouverture des tribunaux à un nivellement par le bas et à une médiocratisation de la construction du jugement, parce que l'avocat aujourd'hui, son rôle c'est de construire le jugement par une interprétation experte en matière de loi, par le fait de construire une vérité qui est conforme à la situation et au fait qui est présenté devant la justice. Si on permet à n'importe qui de pouvoir venir plaider sur les divorces, de pouvoir venir plaider sur les délits correctionnels qui sont quand même prévus dans le cadre de réclusion de réclusion privative de liberté. C'est qui le n'importe qui? De permettre à n'importe qui. Le citoyen, c'est-à-dire que demain, d'ailleurs, l'une des déclarations du ministre de la Justice, c'est qu'il nous fait comprendre qu'il est dans une logique où un prisonnier peut défendre un autre. Donc on est dans une permettez-moi l'expression, je vous donne le texte tel qu'il est. Pourquoi je vais forcer le trait? Je vous donne le texte, c'est l'article 31 à 33 que vous pouvez vérifier par vous-même. Hein. Bon, ils n'ont pas traduit le texte, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez un gouvernement ou un ministre de la Justice qui vous dit qu'aujourd'hui, si vous êtes menacé par 50 prisons, vous pouvez avoir un prisonnier, un co-détenu avec vous, qui peut venir vous défendre. Donc, nous sommes dans une logique pornographique, excusez-moi, du néolibéralisme qu'on veut introduire dans notre ordre législatif et notre ordre public national, et c'est pour cela que je vous dis qu'il y a une volonté d'annuler ce pouvoir de la défense. Dans les faits, vous avez d'autres choses, notamment sur les questions d'immunité, l'article 77, où éventuellement nous avons encore un problème sur quelle est la définition de l'outrage à l'audience. C'est-à-dire quand vous venez vous plaider en tant qu'avocat, vous avez, de par les textes internationaux, la Constitution et la loi, et puis la coutume, et puis la tradition, et puis l'historicité de cette profession, vous avez toute l'immunité pour pouvoir plaider et défendre votre client et défendre le justiciable, bien évidemment sans outrepasser les crimes qui sont déjà prévus sur la diffamation, l'atteinte à la vie privée, l'insulte et tout le reste. Donc quand on me parle avec quand on prévoit un concept qui est creux, qui est vague, qui est complètement mirageux d'outrage à l'audience, cela veut dire que le pouvoir d'injonction, donc le magistrat, le président de l'audience, a toute la lassitude de décrire quel est cet outrage. Vous levez votre bras ou vous haussez le ton ou vous dévisagez un magistrat ou bien un assesseur, eh bien vous pouvez être dans
dans une procédure d'outrage à audience et donc toute la poursuite qui va avec. Et puis dans ce cadre-là, ce qu'on appelle le cadre disciplinaire, aujourd'hui si le bâtonnier ne prend pas la décision qu'il faut quand il y a un outrage ou quand il y a un autre manquement disciplinaire, eh bien tout simplement le procureur général a toute la lassitude d'aller saisir la chambre consulaire au niveau de la cour d'appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une atteinte d'un point de vue technique, une atteinte à un pouvoir constitutionnel que sont les degrés et les voies de juridiction. Comme quoi, tout jugement a la latitude d'être attaquable devant un degré supérieur, sauf, dans le cadre de ce projet de loi, sauf bien évidemment les procédures disciplinaires à l'encontre des avocats. Donc c'est une guerre qui a été mise en place par ce ministère depuis 2021, depuis son avènement, contre les avocats. Et aujourd'hui, depuis 3-4 ans, c'est le front législatif où on essaie de vider les principes de la défense. Ce projet de loi 66-23, je le rappelle, sur la profession d'avocat n'a pas changé, même s'il y a eu effectivement des mouvements de grève. Où il y a eu la médiation aussi du chef de gouvernement. Parce que je rappelle que ce projet de loi a été adopté en Conseil de gouvernement, a franchi le palier de la première charge. Parce qu'on pourrait essayer de... L'adoption qui a été faite en Conseil de gouvernement n'a pas pris en compte ce qui a été formulé dans la commission mixte. Une fois que ce projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre des représentants, eh bien le gouvernement a encore introduit des amendements qui sont contre la profession d'avocat, et une fois arrivé à la Chambre des conseillers, on a introduit 35 amendements, dont un qui est révolutionnaire, mais dans le sens caricatural, qui est le fait de porter atteinte au maniement de fonds et au dépôt. C'est-à-dire de demander à ce que la Cour des comptes, puisse gérer et vérifier un maniement de fonds qui n'est pas un argent public. Un droit de regard. Qui n'est pas un argent public. Il faut bien demander effectivement ce que la Cour des comptes est un droit de regard et l'État par extension. Ce n'est pas un argent public. Il faut juste comprendre que les bâtonniers des avocats et les conseils de l'ordre sont un bras de l'État. Ce sont des autorités administratives indépendantes, comme le Conseil de la concurrence, l'AACA ou le CNDH ou autres. Ce sont des autorités de régulation prévues par l'État lui-même. Ce n'est pas un syndicat ou une association du Daïr de 1958. Ils sont financés par l'argent public. Non, ils ne sont pas financés par l'argent public. Le CESE est financé par Je parle des autorités de régulation que sont les conseils de l'ordre. Les conseils de l'ordre, ce n'est pas de l'argent public. Donc venir dire ça, c'est deux choses. Non, je compare avec l'AACA par rapport à l'indépendance. Pas par rapport au financement, donc, par rapport à l'indépendance. Pour dire que le droit de regard, on peut l'avoir sur quelques organes qui sont étrangères à l'environnement de l'État. Les instances de régulation des avocats sont des instances de régulation qui sont issues de l'État. C'est-à-dire que l'État, laissez-moi expliquer, c'est-à-dire que l'État délègue un pouvoir qui est celui de la défense pour pouvoir installer un équilibre au sein du procès équitable. Cet équilibre est prévu par la Constitution et prévu par l'État lui-même. Donc l'argent qui est manipulé par les conseils de l'ordre, c'est quoi l'argent qui est manipulé par le conseil de l'ordre? C'est très important pour que vos téléspectateurs puissent comprendre. C'est par exemple lorsque Rachid poursuit en justice Maître Benjeloun sur de la diffamation, donnons un exemple. Vous gagnez un procès. Je vous dois 300 000 dirhams. Je paye 300 000 dirhams à la caisse du tribunal qui le transfère au barreau pour que vous puissiez avoir votre chèque dans le cadre de l'exécution des dommages et intérêts. Très bien. Est-ce que les 300 000 dirhams que je paye à la caisse du tribunal sont un argent public pour que... Pas d'argent public. Est-ce que c'est un argent... Répondez-moi. Est-ce que c'est un argent public? C'est pas l'argent public. C'est pas l'argent public. Donc venir me dire, laissez-moi finir mon raisonnement, c'est très important. Laissez-moi finir mon raisonnement, c'est très important. Laissez-moi finir mon raisonnement, c'est très important. Oui. C'est très important. Laissez-moi finir mon raisonnement, c'est très important. Donc venir me dire, en tant que ministre de la Justice, que la Cour des comptes a un droit de regard sur les 300 000 dirhams que je vous ai donnés. Bien évidemment, il y a les pensions alimentaires. Vous avez les dommages et intérêts en matière correctionnelle et pénale. Vous avez 80% du contentieux est un contentieux d'ordre privé. Donc quand vous venez me dire que la Cour des comptes a un droit de regard sur le maniement de fonds des avocats,
J'ai deux scénarios devant moi. Soit c'est de la démagogie, soit c'est de l'incompétence. Et dans les deux, c'est dangereux pour la stabilité de notre pays. Moi, j'ai repris un propos de Abdelatif Kouabi, ministre en charge de la Justice, ministre donc de tutelle et avocat, comme vous, qui a fait cette déclaration en disant que c'est le fonds d'assistance judiciaire qui est doté de 240 millions de dirhams, que lui, en tout cas, considère que la Cour des comptes, en tant qu'institution nationale indépendante, n'est-ce pas, a ou devrait avoir un droit de regard sur le fonds d'assistance judiciaire. Certes. Le fonds d'assistance judiciaire qui est de l'argent public. C'est pas sur l'argent privé, c'est pas sur le fait qu'effectivement j'ai gagné mon procès, j'ai gagné un procès. Il a parlé de tout le maniement de fonds, pas que sur de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle sur le fond de l'aide juridictionnelle. Très bien. Bon, vous me laissez répondre. L'aide juridictionnelle, la Cour des comptes, moi je suis d'accord pour qu'elle puisse contrôler. Mais qu'elle puisse d'abord contrôler pourquoi il y a des retards de 3-4 ans. Qu'est-ce que le ministère de la Justice fait avec cet argent? Qu'est-ce que fait le ministère de la Justice avec cet argent? Les avocats ont le droit de se faire rémunérer en matière d'honoraires après 40 à 50 ans de gratuité en matière d'aide juridictionnelle. C'est une mesure qui a été adoptée en 2016 par le ministre de la Justice, M. Ramid. Entre l'indépendance 1956 et 2016, qui a payé qui? Personne. Les avocats ont été pro bono, volontaires et tout le reste. Aujourd'hui, les 240 millions de dirhams, laissez-moi parler, les 240 millions de dirhams, nous avons une traçabilité sur qui a pris l'aide juridictionnelle, de qui ne l'a pas pris. Il n'y a pas d'interdiction légale à ce que cette aide juridictionnelle soit attribuée à tel ou tel barreau. Laissez-moi finir. Mais je vous laisse finir. Soit à tel ou tel barreau. Je suis membre du Conseil de l'Ordre pour le 2e mandat consécutif. C'est une liste qui s'établit. Et celles et ceux des consoeurs et des confrères, dont moi-même, qui n'ont pas la disponibilité, l'envie ou bien la disponibilité à plaider dans le cadre de l'aide juridictionnelle, tout simplement déclarent qu'ils font passer leur tour ou qu'ils se désengagent de cette affaire. Mais la vraie question du contrôle de la Cour des comptes, c'est lorsque la loi de finances et le budget du ministère de la Justice prévoient une enveloppe budgétaire sur 240 millions de dirhams, qu'est-ce qu'on en fait ? Et voilà, encore une fois, deux interprétations. Ou bien le ministre est incompétent, ou bien le ministre est démagogue, parce que sur ce point-là, il se tire une balle dans le pied. En tout cas, il se tire une balle dans le pied. Il faudra que la Cour des comptes aille vérifier un soupçon de détournement au sein du ministère de la Justice sur les 240 millions de dirhams. Il faudra qu'on voit où va cet argent. Pourquoi est-ce qu'un avocat d'un patelin qui va aller défendre une rixe avec un honoraire rédhibitoire de 3 500 dirhams, de 5 000 dirhams, n'est pas payé pendant 3, 4 et 5 ans? Il faudra qu'on comprenne. Est-ce qu'il y a une corruption institutionnalisée dans le cadre de la redistribution de ces paiements? Que se passe-t-il exactement? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on mérite nous aussi de poser, et c'est pas parce que il y a démagogie au sein de l'Assemblée nationale qu'il ne peut pas y avoir de démagogie au sein de votre renforcer la Cour des comptes sur ce fonds d'assistance judiciaire. Il faudra vérifier plutôt du côté du ministère. De 240 millions de dirhams d'argent public. Simplement, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi, s'est saisi également fin mai, a adressé une lettre officielle au chef du gouvernement par rapport justement à ce risque de reprise de tension entre les avocats et l'exécutif, et plus précisément le ministre de la Justice, avec un certain nombre de points qui ont été relevés dans l'examen de ce projet de loi, ce 66-23 sur la profession d'avocat. Les 3 points essentiels qui ont été soulevés et sur lesquels ils sont appuyés pour interpeller le chef du gouvernement, c'est 1, les conditions d'accès à la profession, telles que définies dans la loi 66-23, les modalités de vérification des compétences et des qualifications, et l'imposition financière, en tout cas la pression fiscale pour les primo-avocats. Tout ce que vous avez soulevé depuis 23-24 minutes ne figure pas dans les points qui ont été relevés et soulevés par le Conseil économique et social et environnemental. Est-ce qu'effectivement, là, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que le Conseil social, économique, social et environnemental est
dans son rôle? Est-ce que vous rejoignez effectivement sa démarche aussi, les points qu'il a soulevés et le courrier officiel qu'il a adressé au chef de gouvernement? Non, moi je trouve qu'il est dans une logique économiste, il fait de l'économisme. Et la profession d'avocat, encore une fois, par vacances d'intellectuels au sein de l'État, on a un sérieux problème de visibilité quant à ce qu'est la stabilité politique de nos institutions. La mission universelle de défense ce n'est pas de l'expertise comptable. On n'est pas dans une SARL où on vend et on achète, etc. C'est une mission universelle qui défend le droit à la justice et le droit à la défense. Un peu comme la médecine qui défend le droit à la vie. On ne peut pas traiter cette profession de manière mercantile parce qu'il y a de l'argent entre les mains à la fois des instances ordinales et des avocates et des avocats. Sur ce qui est de l'accès à la profession, nous sommes pour l'Institut, c'est réglé. Nous sommes pour l'augmentation du niveau de diplomation. Il reste quelques détails sur le conseil pédagogique et le conseil d'administration où honorer les principes de la Havane et le pacte international des droits civiques et politiques et donc l'indépendance et l'immunité des avocats doit permettre à ce qu'on ait un institut de formation nationale ou régionale régulé par les avocats, non pas par le ministère de tutelle, pour qu'il y ait un concours régulé par les avocats et non par le ministère de tutelle. Parce que quand vous avez le code PIN ou bien les clés de l'accès, eh bien, vous avez une main basse sur la profession. Cela est anticonstitutionnel et il faudra le régler. C'est pour ça que ce n'est pas une loi de réforme, c'est une loi de régression. Il y a des éléments qui sont positifs, qu'on ne traite pas, mais qu'il s'agit juste d'amender ou de réguler. Mais il y a des scandales d'un point de vue constitutionnel et légal auxquels on doit absolument s'opposer. Dernière petite question, vous le disiez d'ailleurs précédemment, on est à 3 mois des élections. Alors je ne sais pas s'il y a un lien périphérique ou pas, mais en tout cas, ce texte, aujourd'hui, cet examen de loi est à la 2e chambre. Donc il est censé aussi revenir à la 1re chambre pour une validation finale. Et parallèlement à cela, vous avez durci, vous, le mouvement de grève, puisque vous lui avez donné une dimension. C'est pas une grève, c'est une cessation d'activité. Cessation d'activité. La grève étant un moyen syndical, nous ne sommes pas des syndicats. C'est quoi la temporalité aujourd'hui? Ce bras de fer, se dire, voilà, effectivement, hors de question. Voilà. Oui, bon, nous avons manqué l'occasion de clore cette affaire lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place une commission mixte avec la BAM. À ce moment-là, il fallait clore l'affaire en gardant la loi 2808 et travailler avec, ne pas fournir d'éléments ni d'amendements. Tout ça sur la base de quoi? Sur la base de la décision du Conseil national de l'Association des barreaux des avocats du Maroc qui s'est tenue un 2 janvier 2026. C'est une décision de la profession d'avocat. C'est une décision des 268 membres du Conseil de l'ordre des 17 barreaux qui ont demandé à ce qu'il y ait tout simplement un retrait du projet de loi, donc un gel effectif de ce processus législatif jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau mandat et un nouveau gouvernement. Cela n'a pas été fait par la présidence de la BAM et donc il y a eu ce qu'on appelle une présentation de mouture et d'amendements, ce qui a donné confiance au ministre pour pouvoir jouer avec et transformer à la dernière minute tel qu'il le veut dans le cadre des institutions constitutionnelles. Donc nous revenons encore une fois, on pouvait l'éviter, mais nous revenons encore une fois à la cessation d'activité. C'est pour cela que je comprends parfaitement le barreau de Casablanca à ce qu'ils ne suivent pas le mouvement, mais nous connaissons les positions virulentes du barreau de Casablanca. C'est quand même le tiers de la population, les plus grands cabinets, les plus grands militants, la plus grande histoire. Le barreau de Casablanca, c'est un grand panache, un grand barreau. Ils ne font pas par logique économique et financière, parce qu'effectivement, Casablanca concentre les plus grands cabinets d'avocats. Est-ce que c'est pour des raisons économiques et financières ou c'est de ne pas vous soutenir et de ne pas être pour et favorable au débrayage total ou c'est pour d'autres considérations? Ce n'est pas de ne pas nous soutenir. Le barreau de Casablanca est fondateur de l'Association des barreaux du Maroc. Il est membre par 4 membres qui sont bâtonniers et amis au sein du bureau national de l'Association des barreaux du Maroc. Je comprends parfaitement leur position, vu que nous avons raté des occasions et raté des rendez-vous tactiques et stratégiques de négociation. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés à être unis face à cette hémorragie et face à ce génocide législatif. Ces grands cabinets d'avocats aujourd'hui regroupés au niveau du barreau de Casablanca qui concentre une fois de plus, c'est comme la richesse nationale d'ailleurs, ces plus grands cabinets, est-ce qu'ils n'appellent pas, eux aussi, ne se solidarisent pas avec la BAM pour des raisons financières ou pour d'autres considérations? Je ne peux pas parler au nom. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi pour des raisons financières? Parce la grandeur d'activité, c'est pour moi, la grandeur d'un cabinet, d'abord par son destin, ses principes et les causes qu'il défend et non pas par son chiffre d'affaires. Après, c'est une vision de l'esprit. Je ne suis pas dans la théorie du complot et du lobbying et tout le reste. Je connais mes amis du Conseil de l'Ordre de Casablanca, bâtonniers, membres et anciens bâtonniers. Je connais leur militantisme, leur virulence et leur position. Peut-être qu'ils ont évalué tactiquement et stratégiquement qu'il ne servait à rien de faire une association d'activités par rapport au fait que ça soit trop tard, vu que nous avons raté un coach pendant la commission mixte, combien même ils ont participé à cette commission mixte. Donc je comprends parfaitement leur position, même si moi, encore une fois, je suis le mouvement de manière inconditionnelle et je le soutiens de manière inconditionnelle vu qu'on ne peut pas laisser le pays, ne peut pas laisser le Maroc sans défense. On ne peut pas autoriser ce ministre de la Justice qui fait exécuter un agenda. Ce ne sont pas les cabinets d'avocats qui l'exécutent, c'est le ministre de la Justice qui exécute un agenda anti-justice au sein du Maroc pour qu'on puisse revenir à une justice caïdale et corrompue, et cela n'est pas acceptable. En tout cas, la BAM a annoncé une durée illimitée de son mouvement de cessation d'activité. Est-ce qu'on peut considérer que cette loi 66-23, qui était la deuxième chambre aujourd'hui, qui devrait revenir à la première chambre, je rappelle que le gouvernement de l'exécutif est majoritaire, que ce projet de loi a déjà été validé en conseil de gouvernement et que fondamentalement même le fait même de demander, en fait, de partir sur une durée de grève illimitée, quoi qu'il en soit, vous avez perdu le match. Et que cette loi va passer avant même les élections du 23 septembre prochain. Rien n'est perdu, la mobilisation est tout azimut, il y a encore une saisine du rapporteur spécial de l'indépendance de la justice et des avocats, nous allons mener le front international, le front national, le front médiatique, nous allons nous mobiliser, ce n'est pas le temps de la reddition des comptes. Ce n'est pas le temps de dire qui est fautif, qui n'est pas fautif. Où est-ce qu'on s'est trompé, qui n'a pas tenu ses engagements. Qui n'a pas tenu ses engagements. Le gouvernement, oui, n'a pas tenu ses engagements. Le chef de gouvernement je ne parle pas du chef de gouvernement parce que le chef du gouvernement, d'apparence, a tout de même essayé de désamorcer le problème. Malheureusement, il a failli la présidence n'a pas forcément voulu aller dans le terrain de geler cette loi comme l'a décidé le Conseil national de l'association des barreaux du Maroc, la présidence de la BAM, un 2 janvier. Aujourd'hui, vu le génocide législatif qu'opère ce ministre contre la justice marocaine, contre les droits de l'homme au Maroc, eh bien tout simplement, nous allons nous remobiliser. Ce n'est pas le temps de la reddition des comptes, ce n'est pas le temps de qui est responsable, de qui n'est pas responsable. Nous allons mener le combat, nous allons le faire, nous allons réussir et cette loi ne va pas passer. Ne va pas passer. Non. Ça, c'est un pronostic. C'est un pronostic footballistique comme le 3-0 contre Haïti. Contre Haïti, et ça sera effectivement ce 3-0 que vous pronostiquez, c'est demain. Parce que c'est demain, c'est Maroc-Haïti, troisième match de poule à 23h. On n'a pas des matchs à 4h du matin, donc on est plus ou moins privilégié au sein de cette Coupe du Monde. En tout cas, pour le moment, parce qu'il se pourrait que selon ce qu'il adviendrait des 16e de finale, on pourrait basculer sur quitter les États-Unis et jouer au Mexique. Donc on ne sait pas, d'ailleurs, ça serait entre Guadalajara et Monterrey. Donc, mais bon, ça c'est un autre match, c'est un autre combat. D'ailleurs, en parlant de Guadalajara, c'est au sein du congrès annuel de l'Union internationale des avocats à Guadalajara, fin octobre 2025, que le plaidoyer international au sein de notre organisation internationale s'est opéré pour qu'un 23 janvier 2026 à Lisbonne, que la présidence exécutive de l'UIA
a pris position en faveur de l'avocature marocaine. Et voilà des grands cabinets américains, des grands cabinets européens qui se réunissent autour de ce board exécutif. Il y a un prochain match de 16e de finale, ce qu'on souhaite bien entendu à Guadalajara, ce serait peut-être bien aussi d'être fair-play, en tout cas au niveau de la BAM et au niveau d'Omar Benjeloun, et peut-être d'adresser une invitation packagée, un billet d'avion et un ticket pour le match à, non pas c'est Mohamed Wabi qui lui est sur place avec les lions de l'Atlas, mais Abdef Wabi qui lui est ministre de la Justice. On préfère de loin si Wahbi, l'entraîneur de notre équipe nationale, que celui qui essaye un peu d'annuler le pouvoir de défense dans notre pays, ce qui est plus sérieusement un sérieux problème gravissime par rapport à la stabilité politique de notre pays. On s'en rend pas compte. Il y a des pulsions autoritaristes qui se manifestent au sein des réformes législatives qui n'ont pas lieu d'être, parce que le temps du droit, le temps de la législation n'est pas le temps psychologique de vouloir en découdre avec une profession. Pire que ça, avec un ou deux éléments au sein de la profession. Merci beaucoup, merci infiniment Omar Benjeloun. Je vous en prie, Séraphin, merci pour votre intérêt. Je rappelle, avocat barreau de Rabat et de Marseille, docteur en droit international et membre du bureau exécutif de la BAM, l'association des avocats des barreaux, y compris celui de Casablanca, du Maroc. Merci à vous et à très bientôt. Merci pour votre intérêt.